Alors bienvenue et merci d'être là à cette conférence. On commence tôt ce dimanche matin. Oui, vous pouvez vous avancer. C'est bien, c'est bien. Ah, voilà. Ça se avance. Donc une conférence, vous voyez le thème sur, c'est notre cœur de métier, notre sujet phare, la respiration. Un vaste sujet. Et je vais juste entamer peut-être cette conférence en évoquant la partie purement littéraire, puisqu'on a tendance à nous dire « reprends ton souffle ». Et je vous invite à réfléchir à cette phrase « reprends ton souffle ». Pour quelle raison on arrive de manière littéraire à évoquer une contradiction dans ce terme-là, puisque au lieu de « reprends ton souffle », on devrait dire « inspire ». Donc, avant d'aller plus loin, on va se présenter. Je m'appelle Paul, c'est clair. Nous sommes mariés femmes. On a tout juste, là, en début septembre, fêté nos 15 ans de mariage. Ça commence à faire. On a 3 enfants. On a un centre sur Saint-Orens où moi je fais toute la partie de la posturologie motrice, où j'utilise en fait votre mouvement, votre position pour trouver, donc diagnostiquer et ensuite traiter. Claire est sur la partie des massages avec sa sensibilité qu'elle a depuis très jeune et je lui ai indiqué à un moment donné, mais pourquoi tu ne l'utilises pas justement pour faire une activité qui puisse combiner un petit peu ce que je fais moi et ta sensibilité personnelle. Et elle a fait donc ce qu'on a appelé les massages actifs physiologiques, dans le sens où elle ne fait pas tout toute seule, vous êtes actif aussi dans le massage, car justement vous devez par exemple bien respirer pour justement bien faire sa partie notamment énergétique. Donc voilà, donc après là-dessus, on va voir donc un très vaste sujet et juste pour introduire, si vous vous êtes amusé à essayer de faire une petite synthèse de tout ce qui se dit, ce qui se fait, très souvent, vous allez tomber sur tout et son contraire. Les uns disent ventral, quand d'autres disent thoracique, certains disent inversé, d'autres paradoxal, il faut faire l'un, il faut faire l'autre, tout le monde dit que c'est bon pour les énergiques, c'est bon pour s'oxygéner, pour se calmer, etc., etc. Bref, tout le monde est en train de dire que c'est bien, mais tout le monde dit que c'est différent. Moi je dis, déjà de point de départ, on est tous fait de la même manière. C'est pas normal qu'on soit en train de faire 3 millions de techniques ou de méthodologies différentes. La seule chose qui est vraiment différente, c'est notre histoire de vie. Après, le détail exact, la couleur de cheveux, la taille, le poids, ok. Mais l'architecture de fond, elle est censée être identique. Donc, si mouvement respiratoire il y a, on devrait avoir quelque chose de commun. On va essayer de limiter le jargon, de ne pas être trop compliqué dans les termes, ça va surtout pour monsieur. Voilà, je suis plutôt technique et forcément... On va essayer de simplifier, de simplifier et de raccourcir, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on écrit un livre aussi sur la respiration. Donc ça va être, c'est un peu un challenge de condenser tout ça en un peu moins d'1 heure. Oui, en fait, et on va essayer de s'arrêter un peu avant pour que vous ayez vos questions surtout et pouvoir y répondre, puisque c'est aussi une partie intéressante. C'est bien de présenter, mais c'est intéressant de pouvoir interagir avec vous. Voilà. Alors, ce qui est important déjà, c'est de prendre conscience. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, ce qui se dit, ce qui se fait. Dans ce qui se dit, ce qui se fait, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on nous axe beaucoup sur le souffle. Le souffle est le plus important. Ben, c'est pour ça que du coup, on nous dit tout le temps, reprends ton souffle. On entend même des conférences où le souffle, c'est la vie. Alors ça fait partie, hein, c'est la respiration, et inspire, expire. Mais pourquoi, pour quelle raison on insiste, on nous rabâche les oreilles sur finalement le souffle, le souffle, le souffle. Et si vous entendez un petit peu dans tous les discours, est-ce qu'à un moment donné, le mot inspire est toujours mis en avant? Non, reprends ton souffle. Le souffle, c'est la vie. Je rappelle qu'on est à la naissance, on va faire une inspiration. Et sur nos dernières heures de vie, ça va être un souffle. Hein. Donc, on nous arrive à nous dire souffle, souffle, souffle en permanence. Ensuite, le deuxième élément très important, et ça vous devez le savoir parce qu'on vous en a forcément parlé, on nous dit le diaphragme, c'est l'élément essentiel. Donc, visiblement, sur la respiration, il y a principalement celui-là, et je suis presque sûre que toutes les personnes qui sont ici, vous ne connaissez peut-être pas tous les autres muscles qu'il y a de l'inspiration. Et donc, il y a le diaphragme. On va vous montrer où il est, on va vous le situer, etc. pour expliquer. On va essayer de le faire simple. Et ensuite, respiration ventrale, tout par le ventre. D'accord? C'est ce qu'on entend aussi, gonfle le ventre, serre le ventre, plaque le nombril jusqu'à la colonne.
le ventre, le ventre, le ventre. Et dernier point qui est important aussi, alors ça on va un petit peu plus loin dans la respiration, on a tendance à avoir dit aux gens, si tu prends trop d'air, tu vas faire une hyperventilation. Prendre trop d'air, hyperventilation. On rappelle, l'oxygène, c'est la première nourriture du corps. Donc, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'amalgames qu'on a imbriqués dans la tête des gens, de dire, le souffle, c'est la vie, la fin de vie, et prendre trop d'air, on en a besoin. Et naturellement, alors effectivement, ça, je pense que c'est une des phrases qui nous a choqué le plus, puisqu'on suit beaucoup de personnes, hein, on suit des BPCO, on suit des Covid longs, on pourra en parler aussi au stand, si vous voulez nous retrouver pour en discuter un peu plus longuement. Maintenant, de manière naturelle, puisque ça fait 20, 30 ans que tout ça c'est bien imbriqué, on nous dit l'air va dans le ventre. Et on l'entend une fois, deux fois, une maman qui dit à son fils, mais non, bouge pas là, l'air est là. Et l'engueuler en lui disant l'air est là. Et bon, non, l'air n'est pas dans le ventre, l'air va dans les poumons. Donc, à force d'avoir insisté tout ça, alors le tu sens l'air qui est dans le ventre, on l'entend aussi, hein, vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur ce sujet-là, on vous dit tu sens l'air qui est dans le ventre. Et on va vous faire ce petit rappel d'anatomie, mais effectivement, si l'air va dans le ventre, c'est qu'on est sur une table d'opération, et qu'on nous opère a priori sur cette zone-là. L'air va dans les poumons, et après c'est au travers du sang avec le cœur qui redistribue partout. Il faut bien se rappeler, on en a oublié, et les poumons et le cœur, ils sont là, c'est dans le thorax. Voilà, ça c'est pour déjà faire... Ensuite, je vais te laisser parler peut-être des constats. Alors, donc, en partant du principe que si on connaît bien un phénomène, on est censé justement, en tout cas tous les problèmes, en tout cas la base principale, on est censé justement pouvoir les résoudre. Le problème, c'est que là, en plus avec ces derniers temps, les soucis respiratoires, quels qu'ils soient, ça a pris une flèche exponentielle ascendante. Et pour avoir justement aussi moi-même donc suivi des personnes qui suivent donc les protocoles de rééducation respiratoire, notamment par exemple pour Covid long, le terme général c'est navigue à vue. Grosso modo, ça veut dire que on fait quelque chose qu'on pense théoriquement être bien, mais finalement les résultats ne sont pas forcément là, voire pas du tout. Et donc en fait, c'est voilà. C'est au petit bonheur la chance. Il y en a, voilà. Il y en a qui arrivent à reprendre. Voilà. Donc et ce qui fait que. Pas, et puis. C'est ça. Mais c'est pas censé être de la chance. Voilà. Donc BPCO, les profils pour nouveaux profils asthmatiques, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne sont pas asthmatiques, mais par contre, ils ont des soucis respiratoires qui va ressembler momentanément en fait comme un asthmatique. Ça, c'est les problèmes croissants. Donc BPCO, je te laisse dire, c'est broncho-pneumo. C'est bronchopneumopathie obstructive chronique obstructive. Voilà. Broncho-pneumo chronique obstructive. Les bronches sont bouchées, il y a prise de bronchodilatateurs, il y a différents stades. Ça peut être très grave. Voilà. Les profils asthmatiformes, alors ça c'est important effectivement, c'est vraiment en croissance. Normalement, un asthmatique, il y a une allergie, c'est un élément extérieur qui va faire que les bronches vont se réduire, on ne va pas pouvoir respirer correctement, on prend un bronchodilatateur, on a un traitement. Ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est que ça s'est développé, maintenant on retrouve ce côté profil asthmatiforme. C'est des gens qui ne sont pas allergiques, on en a peut-être ici, qui ne sont pas du tout allergiques, mais il y a une défaillance respiratoire, l'oxygénation ne se fait pas, franchement, vous pouvez rentrer. L'oxygénation ne se fait pas correctement, donc on va vous donner un bronchodilatateur à prendre, pas forcément en vous disant comment le prendre aussi d'ailleurs, mais il y a une interrogation à se dire, pourquoi maintenant on parle de profil asthmatiforme alors qu'il n'y a pas une histoire d'allergie? Crise d'angoisse et panique, grosso modo la partie émotionnelle. Alors là, c'est... alors avant un examen, alors c'est compliqué, moi j'en ai eu aussi, des crises d'angoisse. Maintenant, j'en ai plus, mais de toute façon j'ai envie de dire, dès qu'il y a un mini-symptôme qui va apparaître, je sais comment court-circuiter et ne pas que ça s'enclenche. Et c'est vrai que c'est, pour l'avoir vécu, alors c'est même compliqué pour la personne, parce que c'est presque des moqueries en face. Les gens, enfin je vais le dire franchement, les gens ne comprennent pas. Parce que physiquement on a l'air d'aller bien, on ne saigne pas, on n'est pas en train de boiter. Voilà, a priori vous connaissez ça, et effectivement ils ne comprennent pas parce qu'on manque d'air, on étouffe sur place, mais qu'il n'y a pas l'air d'avoir de raison d'étouffer, et donc on fait respire, allez calme-toi, non, ça marche pas, ça énerve encore plus d'ailleurs, parce qu'en fait on n'arrive pas, donc c'est très compliqué la crise d'angoisse. Maintenant il y a des jeunes aussi qui l'ont.
Ouais. Mais il faut le dire qu'il y a vraiment ce regard extérieur qui alourdit encore plus. Donc si vous voyez, alors on pourra en reparler, on fera un test de respiration tout à l'heure. Si vous voyez des gens qui sont en crise d'angoisse, surtout ne leur dites pas calme-toi, mais ça va. Vivre une crise d'angoisse, déjà on en reparlera. C'est particulier. Ouais. Et je rajouterai juste là-dessus, justement, vous tombez donc dans le coup classique, ah tu fais de l'hyperventilation, c'est pas bien. Donc tu exagères alors. Voilà. Tu exagères. L'hyperventilation, parce que ça passe par... Ah, c'est mauvais, attention, calme ta respiration, baisse tout. Voilà. Et donc en fait, on verra que c'est... Donc ça c'est exponentiel. Après, malheureusement. Alors, j'ai envie de dire malheureusement et heureusement, c'est moche à dire, mais donc des problèmes respiratoires suite au Covid. Pourquoi? Parce que le Covid a obligé un petit peu d'aller venir étudier vos poumons. Il aurait fallu limite étudier avant le Covid, c'est-à-dire que oui, c'est une population en manque d'oxygène, c'est vrai. Et le Covid a fait révéler le fait que notre capacité d'oxygène est inférieure à ce qui devrait être pour l'être humain. Donc du coup, on va dire que maintenant, certains s'y intéressent un peu plus depuis qu'il y a eu le Covid. Et après, les bronchiolites et bronchites aussi, mais ça va avec. On a, pareil, c'est en expansion aussi. Des personnes qui, dès qu'ils ont un rhume, ça part en bronchite. Donc ça veut dire que les bronches sont attaquées de suite. Là aussi, il y a des raisons. Il faut se dire que si je fais des bronchites à chaque rhume, il faut que je m'interroge. Il y a une ouverture de bronche, il y a les poumons qui vont pas bien, qui n'ont pas une place et qui n'ont pas la possibilité de venir oxygéner la totalité des cellules. Ou encore tout simplement un rhume qui dure 2 mois. Oui, derrière c'est passé, c'est fini, et puis pendant 3 semaines, 1 mois, vous avez encore des quintes de toux, des glaires, des difficultés à reprendre, pourtant ça y est, c'est fini. Ça aussi, c'est un symptôme de mauvaise. Donc si vous êtes dans tous ces symptômes-là, j'espère pas que vous ayez tous les symptômes, mais voilà, il faut s'interroger, c'est la respiration, il faut reprendre la base de la respiration. Exactement. C'est pas grave. Et donc à partir de là, nous, ce qui nous a intéressé justement entre la bonne et la mauvaise respiration, c'est en tout cas ce qui est établi, on a détecté quelques aberrations. Donc le fameux déjà le reprendre ton souffle, déjà reprendre quoi, si on plutôt sensus, j'ai envie de prendre la phrase au sens strict du terme. Reprendre ton souffle, c'est-à-dire qu'on reprend quelque chose qui est sorti, donc il faut le réaspirer. Donc en fait, littéralement, c'est inspire, plutôt que de reprendre le souffle. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, pour souffler, il faut inspirer. Alors que l'inverse, c'est pas forcément. C'est d'abord et surtout inspire pour souffler. La phase active de la respiration, c'est l'inspiration. La phase passive, c'est l'expiration. Donc l'automatisme, c'est le souffle. La phase active qu'il faut faire, c'est l'inspire déjà. Après, pour toute la partie où du coup il y a une conscientisation que vraiment l'air va dans le ventre, que tout se passe dans le ventre, effectivement, quand on reprend un petit peu l'examen médical, le stéthoscope, effectivement, on se rend compte qu'il ne le met pas sur le ventre. Alors ça, souvent, ça fait rire, mais c'est vrai qu'à un moment donné, le médecin, il va le mettre devant, sur le côté et derrière du thorax. Donc, on vous a dit ventre. Quand on va voir le médecin, d'ailleurs, il nous demande de respirer. Souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous toussez. Vous toussez en général, parce qu'il n'y a plus cette habitude. Donc, au moment d'y aller, comme vous n'avez plus l'habitude de le faire, lui, il va vous demander d'inspirer, parce que nous, il n'entend pas bien le bruit au niveau des bronches. Donc, c'est une inspiration profonde. Donc, tout d'un coup, la personne, elle est assise là sur la table, inspire, et ça part en tout, parce que, vous n'êtes plus habitué à le faire. Et puis effectivement, pour une fois, vous avez tout ouvert au niveau des bronches, et votre corps est dit vite, il faut sortir tout ce que j'ai à faire sortir. Donc ça aussi, c'est une indication. Oui. Quand vous toussez, que vous avez des glaires, en fait, fait, pas tousser à chaque fois qu'on inspire. Ce sont vos poumons qui sont en train de faire sortir tout ce qui peut. Et si c'est à l'état de glaire, c'est que en fait, ça fait un petit moment que c'est là, et qu'au moment où vous faites un peu plus, vous toussez derrière. C'est une bonne réaction du corps. Ouais. Le corps est très très bien fait. Ensuite, justement, quand vous êtes dans des situations d'urgence, exemple, la crise cardiaque, donc la fracture du myocarde, en attendant que les secours arrivent, la préconisation que l'on donne aux personnes, c'est de faire des respirations hautes thoraciques vives pour faire comme un électrochoc, pour réactiver le corps comme il faut. L'urgentiste, il le fait en face. Parce que l'idée, comme cœur et respiration sont intriqués, le fait de choquer par la respiration, on espère de choquer le cœur et de gagner du temps pendant que le secours arrive. Choquer, c'est pas lui faire peur, oui. C'est venir ouvrir. Voilà. Et c'est cette respiration-là qui devrait être naturelle pour faire ce mouvement. Le médecin urgentiste va vous demander de faire ça. Et c'est en haut que ça se passe, c'est
pas dans le ventre. Toujours pas le ventre. Voilà. Ça, donc c'est l'ouverture des côtes. La prise du bronchodilatateur. Le nombre de personnes qui ne savent pas prendre le bronchodilatateur. Alors on aime bien faire cette petite blague parce qu'effectivement, beaucoup de personnes, ça en devient un trachéodilatateur, comme si c'était un pchit de gorge. Ouais. Et du coup, en fait, ne respire même pas. Pchit, mais ça sert à rien parce que c'est pas pour la gorge. On a l'impression que c'est vrai. Ou même, je vais dire de manière très humoristique et un peu provocatrice, un spray en forte haleine. Et en fait, et c'est tout. Du coup, on en a beaucoup qui font effectivement, mais vraiment, hein, pour le voir après, n'hésitez pas à observer autour de vous si vous avez des personnes qui prennent ce bronchodilatateur. Mais beaucoup font alors soit petite inspiration, soit que pchit dans la gorge. Alors que normalement, à la prise du bronchodilatateur, il faut bien vider l'air, donc savoir déjà vider nos poumons. Et ensuite, si on imagine que c'est le petit tube avec ce qu'on s'injecte, on doit faire exactement ça. Tu peux faire le bruit du pchit si tu veux. Pas ventre. Très grande. Ça, c'est la vraie prise du bronchodilatateur. On doit vider les poumons, on doit les remplir, faire le pchit pendant le remplissage à fond poumon, parce que le bout des bronches, pour que ça aille jusqu'au bout des bronches, et on doit savoir faire une apnée, parce qu'il ne faut pas sortir de suite le produit, donc il faut attendre que le produit que ça se diffuse, ça rentre. C'est la vraie façon de prendre le bronchodilatateur. Certains le prennent bien, mais... Voilà. Il y en a qui le prennent, ils inspirent, ils appuient après. Ah ben ça rentrera pas. Hein. Oui, non mais c'est vrai, on l'a vu. L'air ne rentre pas tout seul dans les poumons. Ça c'est du vécu depuis 13 ans qu'on a notre centre, c'est du vécu, d'avoir vu, d'avoir... Et ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec des personnes qui prennent 3-4 d'affilée doses de leur broncho et derrière, je ne comprends pas, c'est leur truc, ça ne marche pas. Déjà, tu ne sais pas le prendre parce que tu n'as pas appris à respirer comme il faut. Déjà, là-dessus. Voilà. Et donc, après par-dessus, une fois qu'on a fait la respiration de manière directe sur la partie branche, il y a tout le reste qui suit. Il y a les incidences derrière. Et là, c'est un constat général, c'est-à-dire tout ça, c'est en expansion. Voilà. Les difficultés digestives, les fuites urinaires, la fatigue, le stress démesuré, chronique, etc. Et on a des petits jeunes qui ont 14, 15 ans et qui disent voilà, j'ai quelques fuites. Alors souvent, pareil, elles ont peur, elles ont honte. J'ai des petites fuites urinaires et je ne sais pas comment faire. Ouais, exactement. 14, 15 ans. Il n'y a pas eu d'enfant, il n'y a pas eu tout ça. Ouais. Et pour la fatigue et le stress démesuré, il faut imaginer qu'à chaque fois que tout ce qu'on fait, ça a besoin d'énergie. L'énergie de notre corps est fournie à 99% à travers de l'oxygène fourni pour chacune de nos cellules. Alors, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments, bien sûr, on nous parle de l'eau. Mais où vous êtes fatigué, alors si c'est juste une fois de temps en temps, parce que vous faites une activité qui est effectivement spontanée, qui est juste saisonnière, tout ça, c'est normal, puisque de toute façon, elle est juste un moment. Mais si ça se répète régulièrement et que c'est presque tous les jours, là, il faut se poser la question. Ça veut dire que vous êtes en manque d'énergie tous les jours. Le problème de la respiration, c'est que c'est insidieux. Donc du coup, pareil, ça fait rire aussi. Travailler sa respiration, il rigole, je respire, donc ça va. Oui, mais c'est insidieux. C'est parce qu'au fur et à mesure de manquer un peu d'oxygène, au bout de 10, 15, 20 ans, on a 40 ans et on a des migraines chroniques, on a des fatigues chroniques. Ça aussi, c'est un élément. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour fournir la totalité du corps. Et au bout de 30, 40, 50, il y a des choses qui vont commencer à se révéler. Les bronchites à répétition, je tousse tout le temps, j'ai tout le temps la migraine, je suis tout le temps fatiguée. Et comme on a oublié que l'oxygène, c'est la première des nourritures, et qu'on s'y intéresse pas plus que ça, et qu'on ne cherche pas à le développer, et qu'il y a tout ce dogme ventral, etc., et puis, voilà ce qui se passe. Il y avait peut-être une question. Moi, je vais vous demander, donc en fait, le fait de ne pas bien respirer, ça peut amener des difficultés digestives. Oui. Bien sûr. Oui. Ça, on verra justement le lien direct entre le mouvement respiratoire et l'action que ça peut faire de manière... Parce que c'est lié à ça. C'est lié à ce qui se dit et ce qui se fait. On va y venir. Ouais. Parce qu'il y a l'apport, on va dire, je dirais chimiquement parlant, du dioxygène en lui-même, voilà, qui est utilisé donc à chaque fois pour chacune de nos réactions cellulaires. Donc imaginez à chaque fois, n'importe quoi qu'on a, on peut se dire, est-ce que momentanément je manque d'air? Donc mais déjà, on va y venir puisque ça va avec et c'était l'objet de... Notre aspect, c'est que la respiration, ce n'est pas juste qu'une histoire d'oxygène, c'est aussi une histoire de mouvement et on verra que ça engage l'intégralité du corps au travers, on le verra aussi, de la posture qui justement aura en retour une incidence sur tous les autres systèmes. Car si chaque cellule a besoin d'oxygène, il faut penser donc à la molécule elle-même, mais aussi à son transport et ensuite en retour les déchets à évacuer. Et on verra que justement c'est... la respiration qui est, on va dire, la source
de tout. Mais la respiration, le ventre, on va y venir, puisque c'est aussi l'objet de la conférence. Je te laisse expliquer alors, la théorie actuelle. Ce qui fait que dessus, donc, vous voyez qu'en fait, on est en train d'avoir une sorte donc, de paradoxe, où en fait, on est censé avoir la bonne respiration d'un côté, mais qu'à chaque fois, grosso modo, que ça ne va pas, que dans les situations d'urgence, on fait littéralement son inverse. Alors qu'elle est dite que c'est pas la bonne, qu'il ne faut surtout pas la faire. Combien j'ai entendu dans des séances de sophrologie dire surtout pas fait en haut, le haut thoracique, il ne faut surtout pas le faire, c'est pas bien, il faut rester ventral. Ok. Ça c'est la théorie actuelle. Alors, du coup, on a mis une image juste pour se représenter. On a toutes les côtes et le petit tracé en rouge, c'est juste pour imager le diaphragme. Donc en fait, la théorie actuelle, donc sur la théorie donc, de la respiration dite ventrale ou diaphragmatique, et par extension dite abdominale, en fait tout se base sur le thorax et sur le diaphragme. L'inspirateur principal, diaphragme. La première chose à voir, donc, c'est à peu près la forme, grosso modo, du diaphragme. Ça veut dire que, voilà. Donc déjà, cette histoire de l'herbe dans le ventre et tout ça, c'est déjà peut-être que vous pensez que le diaphragme est beaucoup plus bas, en fait. S'il était dans le ventre, le diaphragme ne serait pas ici. Parce que certains pensent que le diaphragme, en parlant là, c'est le diaphragme. Alors là, c'est pas le diaphragme, c'est le côlon transverse, qui est souvent raide. Un peu plus chez les femmes que les hommes, mais souvent raide. En fait, vous prenez juste sous votre poitrine, et c'est son sommet, vous descendez ensuite le bras. C'est très haut, il monte assez loin. Donc en fait, les poumons en eux-mêmes, sinon, l'herbe dans le ventre, les poumons, il faut tout ça. Vous savez qu'on met le foie, la rate et tout. Donc, voilà. Il a deux poumons. Donc ça veut dire qu'en fait, il est à l'intérieur et par-dessous. Ça veut dire que pour aller le chercher, il faut passer dessous. Si on passe sous le ventre, on n'a qu'un petit peu. Oui, on arrive à peine à l'avoir, à la seule condition que ce soit souple pour pouvoir passer. Si vous avez des abdominaux qui sont contractés ou la peau du ventre déjà bien tendue, comme une femme enceinte par exemple, l'atteindre, ça ne marchera pas. Et c'est une coupole, il vient se loger à l'intérieur, donc des côtes, c'est pas juste une technique. Techniquement, on dit qu'on en a deux parce qu'en fait, ce sont deux qui se rassemblent au centre. Bon, après ça, c'est juste un détail, mais ça va pas absolument changer. Comme deux abat-jours. Ouais, ça va pas changer après l'effet dedans. Donc en fait, la respiration, elle est basée sur la théorie dite du piston. C'est-à-dire que vous voyez un piston, cylindre rigide, dedans, il y a quelque chose qui pousse. Ça, c'est ce qui se dit. Voilà. Et donc en fait, le diaphragme, en se contractant, il faut voir qu'en fait, il y a un centre qui est ici, qui n'est pas musculaire, c'est du tendon, qui est un peu troué pour laisser passer notamment les vaisseaux sanguins, la lymphe, les circuits nerveux, etc. Sinon, on aura des problèmes un petit peu pour le haut et le bas du corps. C'est pas que du muscle. Peu importe. La partie musculaire se situe plutôt sur les côtés, ici. Là, donc, en imaginant que ça se contracte, donc en fait, ça va s'abaisser. Et de là, ça va donc pousser les viscères, qui, en retour, donc viscères poussés, le ventre gonfle. Ça. Ce n'est bien pas l'air, c'est les viscères que vous poussez, que vous projetez par l'avant du ventre. Voilà. Donc, là-dessus, ça veut dire que déjà, si vous avez les abdominaux contractés ou si la peau du ventre est déjà tendue, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que tous ceux qui serrent les abdos permanents, bon, tu ne respires pas ventral. Toutes celles qui sont sur les dernières semaines de grossesse, merci, ça ne marche pas non plus. D'où justement le problème. C'est plus déformable, hein. Voilà. Je le confirme. Voilà. Mais déjà, l'idée de fond, ça va être d'imaginer en fait un piston. Ça veut dire que ça part du principe que le thorax est rigide. Ils sont sur, mais vous l'avez peut-être déjà entendu, ils sont sur la technique du piston. Donc effectivement, ce côté vertical, on s'appuie sur les viscères pour écarter les côtes. C'est ce qui est dit, c'est ce qui justifie leur respiration ventrale. Mais justement, un piston, c'est quelque chose qui est rigide. Est-ce que le thorax est rigide? La vraie question, c'est que est-ce que justement pour pouvoir descendre, le thorax ne doit surtout pas bouger? Et donc il pousse les viscères. Et la deuxième phase de la respiration ventrale, c'est justement qu'une fois que les viscères sont suffisamment pressurisés, ça prend appui sur les viscères, et que, c'est écrit littéralement, la pression ne pouvant pas aller ailleurs, ça écarte les côtes. Donc le thorax devient mobile. Mais s'il devient mobile, je ne peux plus faire mon diaphragme. Vous commencez à avoir un petit peu l'incohérence. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai besoin d'un thorax fixe, et puis tout d'un coup, pour pouvoir engager le diaphragme, et puis tout d'un coup, en continuité de la respiration, toujours diaphragmatique, toujours avec ce diaphragme, le thorax s'ouvre, il bouge. Mais s'il bouge, ce qui s'ouvre, c'est qu'il faut relâcher le diaphragme. Ça change, il y a une conséquence du coup sur le...
C'est-à-dire qu'en fait, et même si vous imaginez, une fois que les fibres musculaires ici sont comme ça, elles vont s'obliquer. À partir du moment où vous obliquez, le diaphragme va plutôt resserrer. Il ne va pas ouvrir. Parce qu'il est à l'intérieur. Voilà. Et à cause de ça, il y a ça. La performance diaphragmatique, lorsque j'ai regardé les études sur la partie électromyographique, c'est-à-dire de chercher sur les influx nerveux, eh bien en fait, pour avoir un diaphragme fort, de détecter son influx nerveux donc très élevé, c'est comme ça qu'il le détecte, sur un muscle, donc l'électromyogramme, il détecte donc l'activité électrique. Plus c'est haute, plus ça veut dire que c'est engagé. Eh bien, pour que ce soit bien engagé, eh bien en fait, il faut un ventre rigide. Il y a un problème. Comment je peux faire le ventral avec un ventre rigide? Il y a un problème. Excusez-moi. Oui. Parce que c'est quand même un peu complexe. Oui. Allez-y. Ce que je comprends, c'est que pour bien respirer, il faut avoir la performance, c'est-à-dire le ventre se gonfle peu d'écartement des côtes. Oui. Ça, c'est la théorie. Voilà. Alors, attention, on est toujours sur la théorie. C'est la théorie, c'est pas la nôtre, c'est la théorie. Ouais. Ce qui fait qu'on a déjà un paradoxe où en fait on est censé, pour pouvoir bien écarter les côtes, pour pouvoir bien engager le diaphragme, il nous faut un ventre souple, malléable, et les données électromyographiques disent l'inverse. Ça, c'est les incohérences. Il y en a plein. Ça veut dire aussi que si vous avez le ventre malléable, donc ça veut dire qu'il faut serrer les abdominaux. Or, les abdominaux, ce sont des expirateurs. Il faut m'expliquer comment on fait pour bien inspirer d'utiliser un expirateur. Comment vous faites pour bien accélérer à votre voiture en utilisant le frein? C'est à peu près ça. Ça va pas. Ça colle pas. Ça. Et c'est ce qui justifie l'expansion des problèmes respiratoires aussi. Oui. Donc, est-ce que justement, on ne serait pas en train de faire quelque chose qui est à l'inverse de notre physiologie? Cette méthode de piston, elle se base sur une mise en pression. On va venir sur le ventre. Parce qu'effectivement, à force de faire cette méthode de piston et de se dire qu'on s'appuie sur des viscères, sur des organes mous, on s'appuie sur des organes mous. Hein. Ouais. Et bien en fait, il faut regarder. Digérer juste ça, ouais. S'appuyer sur des organes mous. Si on s'appuie sur une éponge gorgée d'eau, ça ne va pas le faire. C'est ce qu'on fait, hein. On essore. Ouais. Donc, on est en train d'essorer vos organes. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, à un moment donné, la méthode piston, on a tendance à on parle de pression, dépression, pression. On nous dit c'est pour dépression, voilà, on met en pression et on devrait jamais mettre en pression le corps pour faire quoi que ce soit d'ailleurs. Donc c'est une dépression pour pression de l'autre effectivement. Et qu'est-ce que cela induit? Et c'est pour ça qu'il y a un petit quiproquo aussi entre le diaphragme et le côlon. À force d'appliquer cette respiration ventrale et de venir s'appuyer, alors on a dit juste sous le diaphragme, on a l'estomac d'un côté et le foie de l'autre, parce qu'il n'est pas tout à fait de forme égale, la coupole. Et bien à force de s'appuyer sur eux, juste en dessous, on a le côlon transverse, on voit là. À droite, donc, là, ici, vous avez le foie. On a le foie. À gauche, vous avez. Hop, et donc on demande au diaphragme, alors je vais le symboliser, on demande au diaphragme de venir s'appuyer là. Donc ça pressurise, hein, on ne va pas dire que ça dépressurise, on fait que pressuriser, on s'appuie et par extension, ça va venir créer cette fameuse grosse raideur qu'il y a chez beaucoup de personnes au niveau du côlon transverse. On a le côlon ascendant là, avec notre petit un angle colique. Le côlon transverse, un angle colique, ça descend et ça va jusqu'au rectum. Mais à force d'écraser tout ça, effectivement, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire sur un plan abdominal. Ouais. Viscéral, abdominal par les abdos, les viscères. À force de compression, il y a tout un tas de douleurs qui vont donc, outre les raideurs, mais les constipations aussi qu'il y a, parce qu'à force de pressuriser, ça part en constipation. Un foie qui est pressurisé trop à l'excès, ça va venir provoquer aussi, ça peut provoquer du diabète, parce que le foie ne doit pas être pressurisé non plus. Et alors des douleurs digestives en tout genre, dès que je mange ça passe pas, dès que, oui, vous êtes constamment, on a le gonflé, on serre le ventre pour faire les abdos, et puis parce qu'on nous parle beaucoup de l'esthétique du ventre, et puis je dois respirer par le ventre. Donc je vous laisse vraiment le dogme et le stress qu'on met sur le ventre, tout dessus. Je rajouterai simplement, le gastro-entérologue, de son point de vue, les organes doivent être dépressurisés et libres de mouvement. C'est pour ça qu'il va vous dire d'ailleurs à la selle de ne surtout pas pousser, parce que c'est comme ça qu'effectivement, il y a les hémorroïdes, et puis on va créer des fissures anales, on saigne. Les personnes qui saignent quand ils vont à la selle, c'est qu'ils poussent beaucoup trop. Encore trop de pression, on rajoute.
Donc ça va pas. Autre chose aussi, souvent, peut-être que vous avez déjà fait donc, des séances d'ostéopathie, on vous a dit, oh, vous avez un foie tout dur. Il faut le remobiliser, si je puis dire. Oui, mais quid de la mise sous pression, en fait, qui fait qu'en fait, il ne peut que être rigide parce qu'il est mis sous pression? Ou est-ce que c'est lui qui est en fait rigide tout seul, donc sous pression tout seul, et qui fait le déséquilibre du reste? Est-ce que justement le simple fait de respirer de la mauvaise manière, parce qu'il faut imaginer le diaphragme, il pile juste là, hein. Oui. Il est là, juste, juste on là-dessus. ne l'a pas dit aussi. Voilà, mais... et les côtes sont comme ça, donc vous avez de chaque côté les côtes. Le diaphragme, c'est vrai que c'est assez particulier, c'est pas juste un muscle comme ça. Déjà, on a dit que ces insertions sont compliquées au niveau de chaque côte, etc. Donc, il faut voir bien, on rentrera aussi dans le détail. Mais il a aussi un autre rôle, c'est que toutes les viscères sont suspendues par le diaphragme. C'est pour ça qu'en fin de grossesse, d'ailleurs, en fait, avec le poids du bébé, on dit on n'arrive plus à respirer, on n'arrive plus à ouvrir, parce que là, on parle donc de 8-9 kilos, voire plus, entre le poids du bébé et le poids de la poche, je parle, dans le ventre. Et donc, le diaphragme a ce rôle de suspension. Et les viscères sont dans le péritoine il est raccroché au diaphragme. Donc, à chaque fois, encore une fois, qu'on a ce principe de s'appuyer, etc., ouais, la pression continue. Donc, tant qu'on n'a pas saisi cette suspension, c'est pour ça qu'il y a toutes ces douleurs digestives. Et moi, dans les massages au niveau ventral, tous les massages que j'ai pu faire, je n'ai jamais eu un ventre détendu. Jamais. Jamais, c'est soit l'estomac, soit le foie, tout est raide. Donc, on peut imaginer comment la digestion peut se faire dans quelque chose qui est raide, alors que ça doit, comme des éponges, la nourriture passe. Une petite question. Vous voulez dire que le diaphragme, c'est soutient les viscères, c'est ça? Suspend, pas soutient, suspend. Le terme est bon. Oui, il tient. Ouais, il soutient. Un étendoir à linge. Ouais. Un étendoir à linge. Ce qui veut dire qu'en fait, voilà, il constitue le plafond. Les autres sont comme une sorte de lustre géant suspendu. Et donc, si le plafond descend, faut pas s'étonner après derrière les fuites urinaires et les descentes d'organes. Et oui, pourquoi? Parce qu'il faut que le ventre déjà soit déformable aussi. Si le ventre n'est pas déformable, quelqu'un qui est en obésité, qui fait toujours sa respiration ventrale, le ventre n'est pas déformable, toute la pression, ça va partir en bas. Tube de dentifrice. Donc oui, c'est important de saisir ça. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est petit, mais le diaphragme a ce rôle-là. Et en fait, on a mis un rôle, on lui a mis un petit destal sur la partie respiratoire, mais on a oublié qu'il a ce rôle de suspension. Voilà. Et en tant que suspenseur, il ne peut pas donc descendre tel quel pour justement, soi-disant, faire une bonne respiration. C'est comme si on disait que pour bien respirer, donc il faut descendre le diaphragme, mais si je descends le diaphragme, je descends toutes mes viscères. Je mets toute impression vers le bas. C'est pour ça que les fuites urinaires sont... Moi, je pose la question un peu provocatrice, est-ce que la nature a été idiote pour nous mettre un truc où, en fait, en l'utilisant, c'est bien pour l'un et c'est totalement pas bien pour l'autre? Non. Pour moi, c'est non, c'est pas possible. Ça va pas ensemble. À cause de ça, on se retrouve donc en fait à avoir toutes les raideurs et toutes les adhérences qui peuvent s'y mettre. Oui. J'ai une question. Quand on regarde un bébé respirer, très bon. On voit son ventre s'arrondir. Oui, voilà. Exactement, sauf qu'on n'a pas vu. Que se passe-t-il pour lui? Alors, on va répondre à la question juste après, mais elle est très très bonne. Car en fait, tout le problème. Le bébé. Ouais. Vous avez tous entendu la question sur du bébé. Voilà, parce qu'en fait, on regarde que le ventre. La réponse à chaque fois, c'est on regarde que le ventre ou rien. Le problème qu'il y a, c'est justement, il faut aller regarder le rien. Et c'est là qu'on va trouver les réponses. Pour appuyer la question de madame, j'ai fait un stage dernièrement de marche dans lequel la préconisation, c'était vraiment de respirer par le ventre. Et la guide nous a dit, regardez comment font les bébés, ils respirent par le ventre. Donc c'est comme ça que vous devez respirer. C'est surtout certainement pas thoracique qu'il faut faire, c'est vraiment ventral comme les bébés. Oui. Donc ça va vraiment dans le sens de la question. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'il dit. C'est un des arguments qui est mis en avant par rapport à la respiration ventrale. Tout à fait. Mais déjà, pour introduire la suite, il suffit simplement que dans un tableau global, on vous centre sur un détail, tout le monde est dessus, et vous ne voyez pas le reste. Or, là, on va essayer de voir le reste. C'est la suite. Et on va vous répondre et expliquer. Ouais. Non, c'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, au niveau purement de l'anatomie. Alors, c'est sûr. Alors, il faut imaginer qu'en fait, donc, toute la partie de l'anatomie, donc en fait, grosso modo, on regarde où sont les muscles, où il démarre, où il finit, et sa forme, on voit qu'est-ce que ça fait en contraction, et on voit le mouvement qu'il va faire. Et il faut l'associer entre ce que l'on appelle la théorie, par exemple, le muscle biceps qui est ici,
pour le niveau du coude, c'est un fléchisseur, parce que je peux voir mon action. Si je fais ici, je vois que le muscle, hop, il se gonfle, se contracte, hop, ok. Lui, il est bien fléchisseur du coude. Voilà. Et il faut faire ça, en fait, sur tous les autres muscles. Sur le diaphragme, donc qui est à l'intérieur. Il faut imaginer de le voir par-dessous. Il va falloir que vous ayez un petit peu de gymnastique, de géométrie. Imaginez que vous mettez la tête dessous. Vous voyez le diaphragme. On a deux coupoles. Voilà, là-dessus. Pas de forme identique. Voilà. Vous voyez qu'il est à l'intérieur, il s'accroche à l'intérieur des basses côtes. Avec les muscles plutôt par là, et là c'est du tissu conjonctif. Voilà. Voilà, vous devez à un moment donné, voilà, imaginer. Voilà. À partir de là, vous y mettez donc la logique de la biomécanique. Vous rapprochez les insertions. Quand un muscle se contracte activement, c'est comme ça que ça a été classé, Là, on voit la les accroches là. se rapprochent. C'est pour ça que ici, ça s'accroche par ici, ça s'accroche par là, il se contracte, il rapproche les deux, ça fait zzzz. Ça rapproche le segment osseux en retour où il est accroché. La contraction, on rapproche les extrémités. Voilà. À partir du moment où le diaphragme, on voit toute la partie musculaire. C'est une coupole, donc là je le vois comme ça, mais il faut vraiment voir toute En la 3 coupole dimensions. sur plusieurs côtes. Donc à chaque fois qu'il va venir resserrer, Et en fait, il sa va. vraie mécanique, sa véritable mécanique purement musculaire, parce qu'on a vu ce que c'est qu'une contraction et qu'un étirement. Qu'est-ce qu'il va faire? De manière théorique, pour l'instant on est sur la théorie, on verra par la pratique, il ne peut que rapprocher l'ensemble du côté droit vers le gauche et vice-versa. Ça veut dire que les côtes, Ferme. elles se resserrent. Et ça, c'est la logique d'une expiration et non d'une inspiration. C'est Le selon diaphragme ce qui- est un expirateur. Il n'est pas un inspirateur. C'est absolument impossible qu'il soit inspirateur. Car il faudrait qu'à un moment donné ou à un autre que les côtes s'écartent. Si imaginons que le diaphragme il serait descendu complètement à plat, ça veut dire que les fibres musculaires sont transversales. Vous contractez, ça ne peut pas s'écarter, ça ne peut que se rapprocher. On a oublié de reprendre l'action mécanique purement C'est musculaire pas possible. et où ça s'insère. C'est pas possible. Et donc à cause de ça, on se retrouve à avoir mis sur un piédestal sans s'en rendre compte que le principal inspirateur, en fait, c'est le principal expirateur. Tout. D'où le Voilà. reprendre. Et donc toute la logique et de tout ce qui se base par-dessus, peu importe qu'on y fait 50 années dessus, bien en fait, la source de départ est erronée. Et ça, vous ne pouvez pas en faire autrement. Et c'est pour ça que derrière aussi, notamment sur les explorations neurologiques du diaphragme, et bien en fait, ils ne savent pas trop le détecter parce que justement, il y a d'autres muscles en même temps, il y a peut-être les muscles accessoires de l'inspiration, que ce soit les électrodes cutanées, transcutanées, les stimulations magnétiques du crâne, etc. Ils savent pas trop ils savent pas trop ni le stimuler, parce qu'en fait, il y a plein de choses en même temps qui se font, et ni le détecter, parce que justement, il y a plein de choses en même temps. Donc en fait, tout va se faire par ici. Et on a une logique, excusez-moi, on a une logique que, grosso modo, tout ce qui est à l'intérieur du thorax et en avant du thorax, ça appartient à la catégorie des expirateurs. Tous. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, si je raccroche avec l'efficacité neurologique de l'activité forte du diaphragme, où j'ai besoin d'un ventre rigide, ben, il y a une bonne synergie entre les abdominaux qui sont des expirateurs, et forcément, ben, dans ce cas-là, c'est logique, si le diaphragme est expirateur, il entre parfaitement en synergie avec les abdominaux. Et on ne peut pas avoir l'un qui utilise l'autre s'ils étaient différents. Ils ne peuvent être que communs quelque part. Ils agissent sur l'expiration. Pour faire un petit topo aussi, tous les muscles qui sont les abdominaux, tu vas faire peut-être un petit topo sur les muscles aspirateurs. Oui. Juste avant, on va faire un test pour savoir un petit peu là-dessus sur l'action du diaphragme. Est-ce que vous savez faire ça? Là, c'est ce qu'ils vous disent souvent, gonfler le ventre. Vous pouvez le faire. Hein. Alors, est-ce que je vous invite effectivement... Ça déjà là, est-ce que déjà... Si vous arrivez déjà à le faire... Posez-vous la question, quel muscle me permet de faire de manière volontaire, quand je veux, le pouce-ventre? J'ai cherché sur Internet pendant des heures et des heures et des heures. Vous tombez que ventre plat, maigrir, patati patata, etc. Il n'y a rien. Il y a un petit vide. Rien. Il y a un petit vide. Il n'y a rien. Tout d'un coup... Voilà. Et bien ça, c'est le diaphragme qui le fait. Vous pouvez jouer avec. Donc première nouvelle, vous pouvez arriver à l'engager sans respirer. Enfin en tout cas, ou dissocier de la respiration. Mais ce qui est intéressant de faire, et je pense que si on peut leur faire faire... Oui, vous allez le faire, vous allez regarder d'abord. Maintenant justement, il va falloir regarder. Ça va légèrement se raccrocher avec l'histoire du bébé. En fait,
pendant ce temps, comme vous êtes centré sur le diaphragme, comme le tableau, vous n'avez pas vu le reste. Qu'est-ce qui se passe au diaphragme, au thorax pendant ce temps? Pour certains, si vous avez envie d'essayer, c'est de venir mettre les mains là sur le côté, tout seul. Hein. Vous allez et prendre... je vous invite, donc c'est-à-dire c'est les côtes qui sont un peu plus basses, effectivement. Ouais. Vous mettez vos mains là. Ici. Vous allez inspirer, vous prenez une légère apnée, et vous poussez le ventre. Vous le gonflez. Qu'est-ce que ça fait si vous gonflez le ventre? Ça se resserre. Vous allez, mais même pire, regardez le thorax. Et on vous dit de respirer en gonflant le ventre. Donc on serre les Le poumons. thorax pendant ce temps est en train de faire ça et ça. Vraiment, n'hésitez pas, même si vous ne voulez pas le faire là, à jouer avec vous. Il faut vraiment faire ça. Hein. Avant la Le douche, diaphragme, c'est ça. essayez même Si vous me dites que pour c'est le ça, il y a un problème. Hein. Ça, c'est pas le diaphragme. Hein. Ça, c'est là, c'est parce que là, c'est les abdos. Hein, là, tu fais le montée thoracique. Là. Mais le gonfler le ventre. Quand on gonfle Si vous le utilisez thorax, le pouce-ventre, quand vous êtes en inspiration, il fait exactement l'inverse de ce qu'on attend. Et alors la magie, pour info, Et d'ailleurs... en fait, ça, il n'y a personne qui l'a vu. Parce qu'en fait, on a tous regardé là. On n'a pas regardé là. On va déborder, ça va être une courbe de 3 heures. Mais alors, ce qui est assez magique, c'est que cette action-là, par contre, c'est un peu aux oubliettes aussi, au moment de l'accouchement, c'est un peu au petit bonheur la chance, mais c'est ce qu'il faut faire pour accoucher, en fait. Parce que le bébé est en dessous. Donc, on n'arrive pas trop à le gonfler parce qu'on a dit en l'air, on n'en peut plus. Pas besoin, c'est déjà gonflé, donc c'est pas besoin. Vous initiez l'idée de vouloir gonfler le ventre, bébé pousse. Le bébé est en dessous, c'est tellement raide que c'est ce qu'il faudrait faire pour accoucher. Ouais. Et donc en retour, Faire sortir. en raccrochant justement sur la question du bébé, est-ce que vous avez regardé son thorax pendant ce temps? En fait, si logique diaphragmatique il y avait, on devrait voir thorax, ventre, voir ça. Or, on voit ça. Les deux bougent en même temps. C'est-à-dire ce qu'on... Si vous regardez de face, et si vous mettez les mains sur ces petites côtes, vous allez sentir que dès le début de son inspiration, les côtes s'écartent. Or, justement, ça ne va pas du tout avec tout ce qu'on a vu sur le diaphragme, sur ce qu'on devrait attendre. Mais pourquoi on voit son ventre sur le bébé? C'est que, surtout quand il vient de naître, franchement, ils ont un gros petit bidon, parce qu'ils ont les viscères qui sont démesurés par rapport à la place ventrale. Donc, effectivement, ils ont ce gros ventre. Enfin, oui, on voit que ça. Tout est gorgé. Et donc, effectivement, on en oublie. Mais si on met les mains sur un bébé, effectivement, on sent l'écarté des côtes. Mais le ventre restera... Les viscères sont trop grosses pour l'instant. Donc, de toute façon, il gardera son gros ventre jusqu'à temps qu'il commence limite à marcher ou à... Le ventre, et on va voir en retour, Et on va voir. Oui. J'ai encore une question par rapport à ça, parce que très intéressant, le diaphragme expirateur et les abdominaux expirateurs. Donc les deux se contractent ensemble pour l'expiration. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que le ventre aussi se creuse en quelque sorte, en conséquence. Mais quand on inspire, du coup, c'est où le diaphragme se relâche. Oui. Les abdominaux se relâchent. Oui. Il devrait, oui. Et on a quand même les viscères qui descendent du coup. C'est là qu'on va voir. Les poumons se déploient, du coup ça pousse vers l'avant, faut le faire ça reste de la place. Quoi. Très bonne remarque, mais déjà, on n'est pas censé utiliser les expirateurs en soufflant. Oui. Alors, normalement, les abdominaux, c'est pour un souffle forcé. Oui. La base fondamentale, c'est écrit première année de médecine, la physiologie de la respiration, seule l'inspiration est active, c'est-à-dire qu'il utilise des muscles. Pour, le souffle est un relâchement des inspirateurs. Il n'y a pas d'expirateur. Donc déjà, ce que l'on appelle, donc par extension de la respiration ventrale, la respiration dite abdominale, en fait, elle vous met encore plus sous pression et elle inverse le physiologique. C'est-à-dire que soufflez, rentrez, et vous avez vu votre inspiration réflexe? Je ne veux pas qu'elle soit réflexe, je veux qu'elle soit active. Donc en fait, vous faites activement le souffle et réflexe l'inspiration. Il y a une inversion totale du physiologique en fait. Et comme les abdominaux, c'est écrit stricto sensu aussi, ce sont des surpresseurs, c'est écrit, des hyperpresseurs intra-abdominaux. Donc en fait, ils participent encore plus fort que le diaphragme, à la mise en pression de vos viscères internes, ce qui accentue tous les problèmes associés justement à la digestion. Tout ça, ça participe d'un seul et même phénomène en fait. Et ce sont des muscles, effectivement, on est sur le souffle forcé. Ce qui fait que la respiration... Voilà. En chant, effectivement, ils vont être utilisés pour faire durer la note. Oui. Mais personne ne s'est rendu compte que justement, que je prenne les sportifs ou les chanteurs, on se centre sur l'effet final, mais on ne regarde pas la manière et l'endroit qui est utilisé pour respirer. Et bien chaque fois que tout le monde, sans exception, que ce soit pour reprendre chanteur, c'est marrant à regarder en fait, faut plus écouter, presque j'ai envie de dire ça. Regardez, chaque fois qu'il a besoin de prendre, à chaque fois ça va être...
Et on voit ça dès qu'il va pousser la note, on voit ça, mais tous, hein, même pas. Alors Pavarotti, on va dire qu'il, de manière générale, on sent qu'il a d'ailleurs le coffre, on rappelle, il est là, il n'est pas là. Mais le coffre c'est en haut, et j'ai envie de dire, ouais, on va démonter. Continue. Et Tu perds des secondes. en fait, il pousse très peu. J'ai envie de dire, l'exemple de Pavarotti, il a une voix, bon, il avait une voix magnifique. Quand vraiment il devait pousser, on le sent, regardez l'axe d'épaule, et on le sent faire ça. Au moment où il va pousser. Mais c'est vraiment marrant, je vous invite à regarder les vidéos, tous les chanteurs, vous le voyez, hop, ça va. Alors il y en a même, ils le font, il y a même on le voit, qui ne sont pas forcément les plus connus aussi, mais on les voit même, j'ai envie de dire, ils surforcent même, hein, ils montent vraiment les épaules même avec, avant de pousser leurs notes, etc. Donc regardez l'axe, c'est vraiment rigolo à voir. Ouais. Regardez quand les sportifs, quand ils sont vraiment essoufflés, c'est pas là que ça se passe, hein. C'est là. Quand vous avez besoin de récupérer par rapport à une émotion forte, fou rire, pleurs, sanglots, colère, si logique il y avait, si la respiration diaphragmatique était la bonne, ce devrait être une accentuation de ça. Or, c'est exactement l'inverse. Si logique il y avait, en cas spontanément. de détresse respiratoire, le médecin urgentiste devrait vous dire là, le broncho, ça devrait être là, enfin, tout devrait être basé là. Or, on se rend compte que dans le sport, il faut le thorax. D'ailleurs, j'ai même entendu, hein, il y a des gens dire, ah, mais dans le sport, il faut que ce soit thoracique parce qu'on a besoin d'oxygène. Alors que la respiration Mais sinon, ventrale, normale. Faut faire le ventre. Ouais. Mais on a besoin d'oxygène aussi en temps normal. Voilà. Donc en fait, pour éviter que ça aille mal, il faut faire le ventral, mais quand ça va mal, il faut faire le De thoracique. toute façon, c'est par raccord. Il y a un raccord qui va, ça va pas. Et J'ai envie de dire, voilà. quelqu'un qui a fait pendant 40 ans du ventral, ben, malheureusement, s'il a une crise importante, un problème, un AVC, ben, il n'arrivera pas à faire le thoracique parce que ça fait 40 ans qu'il fait le ventral. Donc Alors, le médecin urgentiste pourra lui dire ce qu'il veut, ça passe. Alors on va essayer de raccourcir, mais maintenant qu'on dit que justement, on a enlevé l'inspirateur principal, ils sont où alors? On aura dû signer pour 2 heures. J'inspire. Eh bien en fait, toute la logique, il faut faire pareil là aussi. Quand j'ai voulu à un moment donné me dire, mais ils sont où? Parce que moi aussi, mince, on m'a appris le diaphragme. Où sont les muscles qu'on ne connaît pas? Où sont les muscles inspirateurs? Je les cherche où? Qu'est-ce qu'il me faut? Donc, j'avais compris que, en fait, grosso modo, tout ce qui est intérieur et devant, ça expire. Bon, il faut que je regarde derrière, c'est le seul endroit qui me manque. En fait, il faut regarder où est-ce qu'il y a d'autres muscles qui sont accrochés aux côtes. Oui, déjà. Parce qu'on parle du diaphragme, mais il faut se Voilà. dire, ça c'est intéressant aussi, quels sont les muscles qui sont accrochés aux côtes. Voilà. Et là, ça ouvre la boîte de Pandore. Donc, aux côtes, j'ai besoin de muscles qui finissent sur chaque côte et ils me font point de départ. Et jamais. Peut-être que vous avez entendu parler des dentelés. Ou pas. Peut-être oui, peut-être pas. On dit dentelés parce qu'ils ont des dents, parce qu'en fait, ils se projettent, à partir d'une base commune, ils se projettent sur plusieurs côtes en même temps. Là, on en a un exemple de un. Ça, c'est le dentel antérieur. Il se projette, hop, comme ça, sur les différentes côtes. Et là, on le voit bien par rapport à... Et lui, il démarre grosso modo sur le bord interne de vos omoplates, par derrière, dans le dos. On imagine l'axe des fibres musculaires. On a dit, quand ça se contracte, on Voilà. rapproche Donc, les imaginez, extrémités. ça veut dire que si l'omoplate est fixe, C'est en un tractant, écarteur de côte. il va tracter par derrière, en même temps, d'un seul bloc, toutes les côtes vers l'arrière. C'est comme Et un ça peu, fait, tu fais avec- voilà. Et donc, de face ici, il est là de chaque côté. Et bien en fait, si on traque par derrière, ça va faire ça. Il rassemble les extrémités. C'est le rôle de... C'est le muscle, c'est comme Et ça. ça, parce qu'on- Par voilà. contraction, ça rassemble. Parce qu'en fait, là-dessus, on C'est a le muscle vu... oublié. voilà. Je ne sais pas si quelqu'un connaissait celui-là. Et donc au final, on n'a plus la logique, parce que ça fait monter les côtes, ça inspire, parce que ça fait descendre les côtes, ça expire. Non, non. C'est une logique transversale, c'est plus une logique verticale. C'est une logique transversale, d'écartement des côtes. Donc ça veut dire que déjà, en prenant le volume par les côtés, déjà, ça va beaucoup moins par le bas. Puisque ça ne va pas directement par le bas. L'autre aspect aussi, c'est que les autres muscles qui sont de ce type-là, on en a d'autres dentelés. Partie en bas en haut, je résume. On a ce qu'on appelle aussi les surcostaux, qui démarrent de la colonne vertébrale et qui se projettent eux aussi sur plusieurs va pas côtes parler de d'un seul posture coup. encore. Et on en a, comme les muscles profonds de la colonne vertébrale, on a un paquet de tasses à chaque fois. À chaque vertèbre, il y en a 4 ou 5 qui se projettent sur les 4 ou 5 côtes qui sont un peu au-dessus, en face et en bas. Et on a aussi certains muscles profonds de la colonne qui démarrent d'en bas et qui en fait vont se finir projetés sur des côtes. Un peu en Et étoile. c'est là où en fait, quand on imagine, vous imaginez, quand il va se contracter, donc il va chercher donc à vous faire grosso modo cambrer. On parle de posture, vous Oui, avez parce bien qu'en fait, compris aussi, hein, c'est il un va- raccord avec la posture. Ouais, il va tracter par l'arrière et en ouvrant le thorax. Donc le thorax elle va être à la fois tiré vers l'arrière et en même temps ouvert. Ça veut dire que vous avez une intrication parfaite entre bien se tenir et bien respirer. Alors que dans l'autre, vous ne l'aviez pas. Et au Pareil. lieu de tout à l'heure, le gonflé de ventre, on a vu que ça abaissait le thorax, ça pressurisait Oui. finalement, bah, presque... J'ai
perdu quelques centimètres en passant. Là, on a finalement et l'autograndissement, c'est ce qu'il est en train de vous dire, Oui. et on voit l'espace viscéral. On gagne, là on parle de Non, 4, je vais l'enlever parce qu'en fait, c'est comme ça que vous le verrez mieux. La poêle. Peu importe. Mais pour des viscères, gagner 3, Combien de fois 4, 5, pour chez certains qui sont complètement verrouillés là, on parle de plus de 10 cm là, hein, pour tout Voilà. l'ensemble des viscères qui sont suspendus, etc. Et donc, et vous savez tous que pour bien respirer, il faut bien être redressé et vice versa. Donc, ça veut dire déjà ça. Ouais, j'écarte les côtes, mais j'ai des difficultés. D'ailleurs, beaucoup de personnes disent j'ai du mal, je sens qu'il y a ça coince, ça bloque. Ouais, parce que le cœur est en dessous. Hein. Et combien de fois vous avez vu, c'est ça aussi, Le cœur est toutes super. les images où on inspire à fond, on se sent bien, yoga, machin, c'est quoi c'est La pas en base du haut. yoga, c'est la salutation au soleil. C'est pas en haut. Et c'est là que justement, Logique on va inverse. chercher le volume Hein, latéral et en haut. Si c'était ventral, la salutation au soleil, elle va pas. Ça veut dire. Hein, Oui, le premier mouvement de la salutation au soleil, c'est ça. Hein. c'est mouvement de base, niveau 1. C'est ce machin-là. Ouais. Et bien en fait, Oui, bon, il est élastique, hein, monsieur. Hein. parce que Ne vous si inquiétez logique pas. il y Si avait, pas aussi il faudrait loin, c'est pas grave. surtout pas le yoga à Ouais. jeter parce que c'est de la mauvaise manière. Surtout pas. Donc en fait, vous avez une logique qui est à la fois vers le haut et transversale, ce qui permet en retour d'avoir le moins possible vers le bas. Et donc de mise sous Pas de pression. pression. Et l'autre avantage aussi, si vous regardez les côtes, ça veut dire que j'ai augmenté mon espace ventral, ce qui est une définition même de la Donc là, dépressurisation. Ça libère dès que vous avez justement des douleurs, des problèmes digestifs, Voilà. ça va libérer. Pour dépressuriser, c'est soit on enlève du contenu par rapport à un volume identique, Ou un repas très lourd, Voilà. on a bien mangé, etc. Mais justement, il faudrait arriver à rouvrir. ou alors c'est volume identique, contenu identique, mais on en augmente le volume. Dans les deux cas, j'ai une baisse de pression. Eh bien, ça veut dire que si on veut justement libérer la pression en dessous, et donc tout ce qui va avec, il faut aller chercher en haut. Voilà. Oui, donc en fait c'est très simple Alors, avec vous. vous essayez avec nous. Pendant que vous allez faire 2-3 mini-respirations. Debout, c'est plus Ça sympa. fait mieux, Après, ouais. voilà, Vous si pouvez on a faire qui va debout rester ou assis, c'est comme vous En voulez. fait, là-dessus, vous Ah. allez faire tout simplement une inspiration par le nez, parce que le nez, c'est là où il y a les filtres et tout ça, donc c'est idéalement Ah, pareil, on a par le dit nez. en moins Voilà, d'une on heure, peut on pas n'a pas le tout temps faire, de tout aborder, voilà. mais oui, il faut respirer par le nez. On a des bronchodilatateurs naturels dans le nez. Je fais un petit rappel Voilà, vite fait. on fait simple parce que ça touche énormément de sujets connexes. Je suis sûr que vous avez une monstruosité de questions dessus, mais on ne peut pas tout faire. Mais déjà là-dessus, ça veut dire que déjà, sentez la différence par rapport à votre habitude quand vous faites. Et Le vous souffle, on ne devrait pas, c'est un souffle normal, il n'y a pas à le contracter. Vous ne le plus, retenez parce même que- pas. Voilà. Si on prend la logique d'origine, j'active l'inspiration, je relâche le souffle, ça veut dire que je ne retiens pas le souffle, c'est même pas le. Non, là je retiens le Donc, souffle. souffler dans la paille, Qui c'est peut être encore un- utilisé en c'est technique. autre chose. Si, la base fondamentale, c'est On doit s'axer sur, au lieu de reprendre Je le lâche. souffle, axez-vous sur inspire. Essayez, et sur le prochain, vous allez faire un petit bruit. oui, Vous allez faire. c'est ce que vous faites naturellement en soupirant. Ou quand vous en avez assez. Le sanglot, fin de sanglot. Ah, tu me saoules. Le fin de sanglot, c'est. Et le bébé, il le fait, là, le bébé, il le. Allez. Parce qu'il choque en fait, hein. Ouais. C'est une reprise. Au moment où Essayez de lui on dire à un fait bébé, ça, reste c'est pas vraiment là. fin de sanglot. On a repris le dessus. Ah, par exemple, on peut en parler des heures, c'est une reprise psychologique. On reprend un peu le dessus sur notre respiration, c'est vraiment la fin Ouais. du sanglot. Et qu'est-ce qu'on fait naturellement? C'est effectivement ça. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que j'appelle in fine la respiration de la vague à rouleau. La vague à rouleau, c'est quoi? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et plaf! Ça s'effondre. Et bien c'est pareil, ça monte. Ça s'effondre. Que vous fassiez le bruit ou pas avec, c'est ça. Et là, vous avez la vraie respiration physiologique spontanée. C'est celle que vous faites naturellement chaque fois que votre corps, que vous ne vous en rendez pas compte, vous dit maintenant là j'ai besoin d'une grande inspiration, je manque d'air. C'est ce qu'il faut faire pour avec le broncho, on a dit, etc. Et vous pouvez chez vous tester. Regardez-vous dans votre plus simple Oui. appareil, si ça vous aide devant le miroir. Exactement. Mettez les mains là, regardez quand ça s'ouvre. Exactement. Est-ce que ça fait j'ai pris plusieurs centimètres devant. Enfin, n'hésitez pas, c'est votre corps après. Oui, testez, Il faut vous êtes que votre ayez propre conscience. cobaye. C'est le meilleur des. En même temps, c'est votre corps, hein. des c'est pas le mien, c'est le vôtre. Quand vous, je viens de le voir, et je l'ai vu, ah peut-être je le vois. Et ça vaille. Quand ça baille, c'est par le ventre. Mais c'est vrai qu'une bonne respiration, souvent, ça fait. En plus, vous redressez le petit et vous lâchez. Et un et deux, un a combien qui ont vaillé? C'est-à-dire qu'au moment où c'est le Qui a commencé plus spontané, non réfléchi, pas ventral.
Donc Pas oui, d'effort. alors on résume du coup, c'est ce que C'est là, tout le temps comme c'est ça. ce qu'on vous a fait faire. Il y a des actions musculaires, sachant qu'il a parlé des dentelés, mais il y en a d'autres, et effectivement c'est logé derrière pour cette ouverture thoracique. Et donc encore une fois, si logique naturelle il y avait dans le ventre, ben, il n'y aurait pas tous ces muscles dans le dos qui sont raccrochés aussi au thorax. C'est-à-dire qu'ils serviraient à rien. Exactement. Aussi, hein, on peut s'imaginer ça. Et donc, la moralité de tout ça, c'est ce que l'on appelle la mauvaise respiration dite paradoxale, en fait, c'est la physiologique. Pour ceux qui ont Respiration entendu ces paradoxale, c'est termes-là. le terme médical pour dire Très que bien. c'est l'inversion On par va dire rapport à la théorie ventrale. C'est-à-dire qu'on utilise le Mais thorax c'est et le magique, ventre hein, plutôt ouais. tendance Ça à fait vrai que rentrer au lieu de gonfler à l'inspiration, et qu'au souffle, il a tendance à reprendre sa forme gonflée, alors que normalement, il faudrait qu'il rentre. Déjà, de toute façon, y compris pour le bébé, il ne rentre pas le ventre. Hein. Déjà, voilà, essayez de lui apprendre. Libre à vous. Ça, vous allez Il ne fait pas, et je rappelle d'ailleurs que Ouais. les premières actions de bébé, si on cherche aussi à ne pas le laisser, je parle que sur le dos ou que bloqué dans une position, normalement on devrait arriver à le mettre. Nous, c'est ce qu'on faisait quelques secondes au moment du change, on mettait sur le ventre. Mais les premières choses, de toute façon, que va faire bébé, c'est globalement les redresser, même que ça se fasse tôt ou tard. C'est à un moment donné sur le tapis, bah, il va faire des petits phoques. Je peux vous le faire si vous voulez. Hein. Vous vous rappelez, mais à un moment donné, il veut faire ça, il veut faire de redresser. Il va chercher. Globalement, ce n'est pas le ventre qui sera. Tout le monde ne l'a pas vu. Exactement. Et alors, nous Magnifique. avons bien l'idée qu'on en soit parti sur une respiration ventrale. Alors, c'est Fragmentation. trop, Fragmentation corps du médical corps. trop dissocié, parce qu'ils ont Trop appris ça, dissocié. que ça doit être relâché et tout ça, mais je pense qu'après, il y a Mais c'est une bonne question parce qu'en Oui. fait, là, j'ai essayé de chercher le On n'a pourquoi pas du forcément comment. la réponse Je du n'arrive même pourquoi pas à ce à point-là. trouver exactement le nom d'une personne, le nom une date, Mais pour ça voir qui explique c'est pourquoi qui c'est a en expansion. vraiment Ouais. théorisé, pas juste on s'inspire de la théorie du piston, parce que c'est ça, ils disent tous on s'inspire de la théorie du piston. Donc en fait, c'est juste une Mais il théorie. n'y a pas de tracé médical, c'est vrai qu'on Voilà. a passé beaucoup de temps Mais à voilà, rechercher. je Il sais n'y a pas, pas un je- nom avec un Ouais. tracé qui Parce qu'en yoga aussi, on vous parle de la respiration ventrale. Ouais. Exactement. Et justement, on va terminer avec ça, avec la partie justement énergétique. Tac. C'est ça qu'on voulait faire. Après, si vous avez d'autres questions, ça Ouais, sera alors on en fait court pour 180 éviter. ça sera avec plaisir Ouais. de vous Alors on répondre. fait vite fait. Le problème déjà, c'est que lorsqu'on regarde les différents chakras, donc on en a 7 qui sont en fait, Les 7 principaux. voilà, ce sont des centres énergétiques qui tournent, mais ce sont aussi des plexus neurologiques, c'est-à-dire ce sont des rassemblements d'expansion par étoile, plus ou moins, donc du système nerveux. Ils sont le long de la colonne vertébrale. les Oui, 7 en principaux, avant, hein. grosso modo. Voilà. Donc, on va pas redire le nom, etc. Celui qui est le plus intéressant, c'est lui. Alors dans le yoga, C'est lui. Voilà. Et donc en fait, quand j'ai voulu chercher un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire Anahata, je suis tombé sur souffle non frappé. Quand je suis tombé sur les autres, j'avais rien, aucun mot qui sont associés à la respiration. D'ailleurs, aucun organe. Chaque chakra est associé à une condition, à des organes, à des manières d'être, etc. Et il se trouve que justement, Il est il pas est dedans. associé au donc, cœur, c'est vrai qu'on parle de yoga, au mais poumon. on comprend leur logique de mouvement, Voilà. y compris la sirène, etc. au système immunitaire. Le Anahata, il est là, il est pas. Voilà. Il est là. Et d'ailleurs aussi, là, souvent, ici, donc c'est le feu, et justement, on utilise une respiration pour activer le feu. Donc le feu ne peut pas, ça veut dire que le feu ne peut pas s'activer lui-même. Donc la respiration ne peut pas être là. C'est lui qui l'active, En fait, le feu doit servir à la digestion, là. notamment. Et donc imaginez que justement, par rapport au souci digestif, qui est associé justement au 3e chakra, si tout est fermé par le bas, il ne faut pas s'étonner que votre chakra, physiquement parlant dans notre corps physique, pas sur les plans énergétiques, en fait il est fermé. Vous pouvez être très bien ouvert sur les plans énergétiquement parlant, mais le corps physique lui-même, non. Ce qui fait que certains peuvent avoir certaines sensibilités ou même capacités avec un corps complètement déglingué. Et vice-versa, un corps super top avec zéro capacité, zéro sensibilité. Tout est faisable. L'origine, ici, elle est là. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, il est au milieu des chakras dits terrestres, des chakras dits célestes. On peut philosopher Et il vraiment dit longtemps sur ça, qu'il mais fait c'est le très lien. intéressant aussi à reprendre toutes ces Voilà. notions-là. D'ailleurs, on peut dire que justement, le système cardiovasculaire, il fait le lien avec l'intégralité du corps, puisqu'il amène au travers donc, du système sanguin toute l'énergie, et il en reçoit donc le retour, donc la partie notamment du CO2, pour le faire sortir au même endroit. Et outre tous les problèmes digestifs, à partir du moment où vous avez un thorax un peu renfoncé, les épaules, alors ça va être la posture, on a dit, les épaules en avant, thorax renfoncé, etc. Oui, allez-y, si Allez-y, vous avez oui, une allez-y. conférence Ouais. derrière. C'était très intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va terminer. Ouais. Le stade, c'est combien par contre
194. Stand 194, Voilà. oui. À l'opposé de la nourriture, des tables de nourriture. Oui. Ah, Voilà. Ici, c'est complètement là-bas. Voilà. non, à l'opposé de la nourriture, ça parle mieux. Oui, voilà. Et donc, si vous êtes physiquement voûté, fermé, il est tout à fait normal d'avoir d'office dès le début, tout cela, clac, en fermeture. Or, si on veut ouvrir, il faut le prendre dans tous les sens. C'est pas juste une ouverture d'esprit. En fait, il faut le prendre aussi sous le sens purement physique. Et quand on dit souvent, moi je renomme en cause, ah t'es trop terre à terre, il faut vraiment que tu... Moi je pense que c'est l'inverse. On est trop là-dedans, qui est associé au céleste, et on n'est pas assez ancré. Notre corps. Mais pour être ancré, ça veut dire aussi qu'il faut appuyer dans le sol. Et c'est parce qu'on s'appuie dans le sol qu'on peut s'élever. Donc en fait, in fine, là-dessus, si vous voulez vraiment avoir cette partie énergétique qui va mieux, il faut aller chercher l'élévation thoracique, l'ouverture thoracique. Et c'est là où on voit qu'il y a une cohérence entre finalement l'anatomie et les considérations métaphoriques aussi énergétiques. Et là, on a vraiment l'association, le corps est vraiment en tout, quelles que soient ses dimensions. Parce que si on utilise les théories actuelles physiques, c'est soit les uns disent c'est des bêtises, c'est des conneries, l'histoire des chakras, machin, truc, muche, pendant que les autres ils ne comprennent pas, ils ne sont pas assez ouverts. En fait, on est en train littéralement de... Voilà. On va devoir s'arrêter. Donc on va s'arrêter là pour laisser la place au suivant. Merci beaucoup à vous. Oui. Voilà. On aurait aimé 1 heure de... Oui. Avec vous, ça aurait été un plaisir. Voilà. Et on vous souhaite, si on ne se revoit pas, on vous souhaite en tout cas une bonne journée. Et voilà, n'hésitez pas à faire attention à vous. Voilà. Écoutez-vous et inspirez.